Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Caron, je suis interne en anesthésie et réanimation en 4e semestre, actuellement en stage d'anesthésie. Je présente mon stage junior qui est encadré par le docteur Maxime Renaud qui s'intitule Cryo is coming, donc pour évoquer la cryoneurolyse de la prise en charge de douleurs post-opératoires aiguës comme chroniques. Voilà, donc pour commencer un petit cas clinique, donc on parle d'un patient de 36 ans, qui n'avait pas d'antécédent particulier, et qui doit subir une amputation transfémorale pour un ostéosarcome diaphysaire fémoral. Donc, comment vous géreriez la douleur périopératoire parmi ces 5 propositions? Entre une PCA morphine d'emblée, un H de capsaïcine, un bloc des nerfs fémorales et sciatiques, une cryoneurolyse des nerfs fémorales et sciatiques ou une infiltration chirurgicale en périopératoire. Juste une réponse par... on peut mettre autant que vous. Alors, qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant là-dedans? Moi, ce que je proposais, c'est déjà la PCA morphine d'emblée dans la démarche d'épargne morphinique, plutôt à laisser de côté. Les patchs de capsaïcine, donc c'est autre chose, c'est plus pour la prise en charge des douleurs neuropathiques. Le bloc fémoral et sciatique, donc le travail du cathéter périnerveux, ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, l'infiltration chirurgicale préopératoire est certainement insuffisante. Et on va essayer là d'évoquer un peu la cryoneurolyse, qui est une nouvelle méthode qui pourrait s'ajouter à la prise en charge analgésique de nos patients. Donc, avant de parler de cryoneurolyse, on va faire quelques rappels sur la douleur et la douleur post-opératoire. Tout d'abord, je rappelle donc, la définition de l'OMS qui a été mise à jour en 2020 de la douleur. La douleur qui est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à, ou alors ressemblant à celle associée à, une lésion tissulaire réelle ou potentielle. On le sait, la prise en charge de la douleur est une composante fondamentale de notre pratique d'anesthésiste, donc sur le versant aigu et en douleur post-opératoire immédiate, mais aussi chronique, notamment sur le développement de notre rôle dans la médecine périopératoire. Pour parler un peu plus précisément de douleur post-opératoire, faire quelques rappels d'épidémiologie et ensuite donc, rappeler la prise en charge qu'on a l'habitude de faire à nos patients. Donc, dans un premier temps, en termes d'épidémio, une étude américaine a montré récemment en 2019 que environ 60% des patients présentaient, après toute chirurgie, des douleurs post-opératoires modérées à sévères. Et parmi ces patients, en fonction des séries, entre 10 et 56% présentaient des douleurs post-opératoires chroniques, donc à plus de 3 mois. Bien sûr, tout ça dépend du type de chirurgie. On retrouve ici dans ce tableau les différentes chirurgies qui sont le plus pourvoyeuses de douleurs chroniques post-opératoires. Donc sont encadrées en rouge là l'amputation de membre, la prothèse totale de genou, les mastectomies et thoracotomies, puisque ce sont les différentes interventions sur lesquelles on va s'attarder dans le contexte de la cryoneurolyse. Donc, il est important aussi d'évoquer les facteurs de risque de douleurs post-opératoires chroniques qui sont importants à maîtriser pour savoir identifier chez quel patient on a telle ou telle intervention à faire pour prendre en charge sa douleur et la prévenir. Donc, d'une part, ceux qui sont le plus reconnus, c'est déjà la présence de douleurs préopératoires, des douleurs post-opératoires aiguës, notamment des douleurs modérées à sévères dans les premières 24 heures, la consommation d'opiacés en long cours avec leur effet hyperalgésiant, un contexte psychologique, psychiatrique avec l'anxiété, catastrophisme, dépression ou toxicomanie, et encore une fois, donc des chirurgies qui sont pronosticatives, comme, vous avez répété, donc la chirurgie, les chirurgies mammaires, les reprises chirurgicales, des sternos et des chirurgies prolongées ou arthroplastie, et autres chirurgies qu'on a citées précédemment. Donc la prise en charge de la douleur telle qu'on la connaît et qu'on a l'habitude de faire, donc c'est déjà avoir bien en tête qu'une mauvaise hyperalgésie, donc une mauvaise prise en charge de la douleur en pré, per et post-opératoire va entraîner un risque de chronicisation de la douleur. Et on a l'habitude de différentes méthodes, donc d'une part utiliser des anti-hyperalgésiques, donc tels que la kétamine ou la lidocaïne, qui ont plus d'effets antalgiques, des effets anti-inflammatoires et anti-hyperalgésiques. Faire attention à l'épargne morphinique, donc on connaît l'énoncé morphinique comme étant un pourvoyeur d'hyperalgésie, donc en utilisant des antalgiques comme le paracétamol, le néfopane, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et avec une utilisation raisonnée de l'ALR. Tout ça pour arriver à une analgésie multimodale qui permet de réduire l'hyperalgésie post-opératoire et la survenue de douleurs post-opératoires chroniques. Pour le sujet de ce stage junior, donc la cryoneurolyse est de plus en plus à l'étude et pourrait être un outil à ajouter à une de nos armes pour contrer la douleur post-opératoire chronique. Donc on va d'abord expliquer son mécanisme physique et ses effets sur l'innervation chez l'être humain.
Ensuite, décrire les conditions de réalisation et comment on réalise une cryoneurolyse, pour enfin voir ses applications cliniques et la potentielle efficacité qu'elle pourrait avoir sur la douleur post-opératoire. Juste avant de parler de tout ça, donc on peut faire un rappel sur les structures nerveuses et les différentes lésions qui peuvent s'y appliquer. Donc un nerf est constitué donc, du centre vers l'extrémité, donc d'abord d'un axone qui permet la transmission du signal. Il est même entouré par sa gaine de myéline qui va augmenter la vitesse de transmission. Autour de l'axone de la gaine de myéline, on va avoir l'endonnerve, qui est une première matrice de tissu conjonctif, qui contient des capillaires, des cellules de Schwann, tout ça pour protéger les structures nerveuses et maintenir la pression endoneurale. Et enfin, plus largement, on a un autre tissu conjonctif de soutien qui sont le périnerve puis l'épinerve. Donc, il y a différentes lésions nerveuses qui peuvent s'appliquer sur des nerfs. Elles ont été décrites par Sunderland en 1968, c'est la classification qu'on reprend sur la droite. Donc, une première lésion qui sera la moins sévère, c'est la neurapraxie, qui va entraîner un œdème endoneural, peu de lésions de la gaine de myéline et pas de lésions axonales, dans lesquelles on n'aura pas de perte de fonction nerveuse, quelques modifications électrophysiologiques, mais notamment pas de perte nerveuse, que ce soit sur le contingent sensitif ou moteur. Une deuxième lésion, qui sera celle qui nous intéressera pour la cryoneurolyse, c'est donc l'axonotmnésis. C'est une lésion nerveuse dans laquelle on a, par différents mécanismes, une interruption nerveuse au niveau de l'axone et de la gaine de myéline. Avec en revanche un respect du tissu conjonctif, donc un respect de l'endonerve qui permettra une repousse nerveuse, une régénérescence axonale à un rythme qui est décrit de 1 à 2 mm par semaine. Donc l'axonotmnésis, on aura une véritable perte de fonction nerveuse, mais avec une récupération a posteriori. La dernière lésion qui est la plus sévère qui est décrite, c'est la neurotmnésis. Donc là, on a une interruption complète de l'axone, de sa gaine de myéline, mais aussi de l'endonerve, du tissu conjonctif de soutien. Donc il n'y aura pas une arrivée de macrophages, de cellules de Schwann pour faire une régénération nerveuse. Donc on aura une perte de fonction totale et définitive du nerf dans le cas de lésions comme le neurotmnésis. Donc comment la cryoneurolyse va pouvoir appliquer des lésions telles que celle-ci sur le nerf? Donc elle part d'un principe physique qui est le phénomène de Joule-Thomson. En fait, on a la cryosonde qui peut s'apparenter à une aiguille d'ALR, donc là ce serait une cryosonde de cryoneurolyse, est constituée en son centre, qu'on voit en blanc, d'un tube creux. Dans ce tube creux circule un gaz à haute pression, généralement c'est du protoxyde d'azote. Donc le gaz circule à haute pression et arrive à l'extrémité de la sonde dans un anneau circulaire donc, qui est rétréci par rapport au tube creux et qui se suit par donc, une chambre à basse pression. Donc en fait le gaz va passer par anneau, arriver dans la chambre à basse pression et donc il y aura une chute brutale de la pression avec une expansion volumique. Et donc ça, par le phénomène de Joule-Thomson, va entraîner une chute brutale de la température et donc une formation d'une boule de glace à l'extrémité de la cryosonde. Et donc la boule de glace qu'on applique sur les tissus nerveux. Le gaz recircule ensuite dans un même tube étanche pour pas qu'il y ait de diffusion de gaz dans les tissus, et donc est recyclé ensuite par la machine à la sortie. Donc là, on va parler d'une première étude chinoise qui a été publiée en 2016 qui étudie plus précisément l'impact de la cryoneurolyse sur des nerfs. Donc ici, c'était des nerfs sciatiques de lapin, donc ils étudient l'effet de différentes températures négatives sur le nerf. Donc, tout d'abord, on fait une étude histologique avec les microscopies optiques et électroniques, mais aussi des études électrophysiologiques avec de l'EMG et des potentiels évoqués sensitifs. Donc, tout d'abord, à moins 20 degrés, ce qu'ils observent, c'est l'apparition d'un œdème endoneural. Il n'y a pas d'interruption de l'axone ou de la gaine de myéline. Cet œdème était résolutif en 7 jours et il n'y avait pas, pour le coup, pas de modification électrophysiologique à moins 20 degrés, pas de perte de fonction nerveuse. Pour les températures entre moins 60 et moins 100 degrés, on avait des lésions similaires à une gravité croissante. Donc on avait en plus des premières lésions, donc de l'œdème endoneural, une dégénérescence valérienne, c'est-à-dire une interruption de l'axone et de sa gaine de myéline. Le tissu conjonctif, donc l'endonerve, était lui respecté. Donc il y avait, après réalisation de la cryoneurolyse sur le nerf sciatique, une perte de fonction nerveuse totale qui était prolongée et qui récupérait progressivement par du coup la régénérescence axonale à 1 à 2 mm par semaine. Ce que vous savez, c'est pour des températures à moins 60 degrés, il y a une récupération complète sur l'EMG et les potentiels évoqués en environ 3 à 6 mois. À moins 100 degrés, on était plus entre 6 mois à 9 mois. Donc il y a un intérêt avec vraiment un effet prolongé de la cryoneurolyse sur le nerf. Pour des températures encore plus basses, donc à moins 140 ou moins 180 degrés, on avait des lésions similaires. Donc là, c'était un neurotmnésis. On avait vraiment une lésion totale du nerf, avec une lésion du tissu conjonctif en plus de l'axone et de sa gaine de myéline. Donc une lésion irréversible, il n'y avait pas de récupération complète et une perte de fonction totale.
Donc, au vu de cette étude, on peut dire que si on veut l'appliquer cliniquement, une température à moins 20 degrés ne paraît pas raisonnable parce qu'en fait on n'aurait pas l'effet souhaité, on n'aurait pas de vraie perte de fonction nerveuse, donc pas d'analgésie sur le territoire ciblé. À moins 140, moins 180 degrés, bon là la lésion ne récupère pas des sévères, donc on aura une analgésie mais beaucoup trop prolongée et pas de récupération nerveuse. En revanche, il y a un potentiel intérêt à appliquer des températures entre moins 60 et moins 100 degrés sur les nerfs pour avoir un effet, une perte de fonction nerveuse, mais une récupération progressive. Donc un effet potentiellement analgésique en post-opératoire sur une période prolongée, donc entre 3 et 9 mois, avec une récupération à terme de la fonction nerveuse. Donc pour ce qui est maintenant de la réalisation, c'est un geste qui nécessite du matériel, du matériel qui coûte environ 30 000 €. Donc il faut disposer d'abord d'une bouteille de gaz, donc du protoxyde d'azote, une console, qu'on voit là ici à gauche, avec une pédale d'action. On a ensuite la cryosonde qui est reliée à la console. On voit là en bas la cryosonde avec la boule de glace qui se forme à son extrémité. Et c'est une procédure qui peut se faire de manière éco-guidée avec un échographe, comme pour une ALR classique. Donc, comment on réalise une cryoneurolyse? D'abord, on commence par faire un bloc anesthésique diagnostique pour s'assurer que le nerf qu'on va cibler, son innervation correspond bien à la zone qu'on a envie d'endormir et sur laquelle on a envie d'avoir un effet prolongé. Ensuite, donc, on fait anesthésie locale au point de ponction, parce que c'est quand même plus gros qu'une aiguille d'ALR. On insère de manière éco-guidée une canule jusqu'à proximité de la cible. Une anesthésie locale au niveau du nerf pour éviter d'avoir des paresthésies ou des sensations désagréables au moment de la congélation. Ensuite, donc la cryosonde passe dans la canule jusque vraiment au contact le plus proche possible du nerf. Et là, on fait, à l'aide de la console, environ entre 2 et 4 cycles de congélation, c'est décrit. Les cycles, ça dure à peu près 1 minute. Et on visualise bien échographiquement une boule de glace qui se forme. Après le dernier cycle, il faut bien penser à attendre la décongélation totale pour éviter un arrachement des tissus en retirant la cryosonde avec la boule de glace à son extrémité. Il existe bien sûr des contre-indications à cette technique. On retrouve toutes les contre-indications communes aux différents traitements percutanés. Donc on va avoir le refus du patient, l'infection au site de ponction, des troubles de l'hémostase. Donc comme on utilise des températures froides assez extrêmes, on a aussi d'autres contre-indications spécifiques comme l'urticaire au froid, le syndrome de Raynaud, des cryofibrinogenémies ou cryoglobulinémies et entre autres l'hémoglobinurie paroxystique au froid. Le diabète peut être aussi une contre-indication s'il est mal équilibré ou multicompliqué, puisqu'il y aura une altération de la repousse axonale et de la régénérescence axonale après régénérescence valérienne. Maintenant qu'on a vu le mécanisme et un peu les conditions de réalisation et les contre-indications, on va s'intéresser globalement aux applications cliniques avec différentes études. Malheureusement, on ne dispose pas encore de grosses études de grande ampleur pour évaluer la cryoneurolyse, donc c'est beaucoup soit des petites études ou alors des case reports. Donc on voit ici les différentes chirurgies auxquelles on va s'intéresser. Donc c'est celles elles font partie de celles qu'on a citées au début comme étant pourvoyeuses de douleurs chroniques. Donc il y a la mastectomie, thoracotomie, les prothèses totales de genoux et les amputations. Pour ce qui concerne les thoracotomies, c'est dans ces chirurgies qui a été étudiée en premier lieu dès les années 60-70 la cryoneurolyse. C'était initialement une cryoneurolyse qui était réalisée par les chirurgiens en péropératoire. Il a été observé après que la réalisation d'une cryoneurolyse en péropératoire allongeait significativement le temps opératoire, d'où le développement de la cryoneurolyse éco-guidée. Donc là, les deux études dont je vous parlais, c'est des cryoneurolyses qui étaient réalisées en paire chirurgicale. Donc cette première étude des années 2000 évaluait prospectivement la cryoneurolyse chirurgicale en paire thoracotomie. C'était chez 57 patients qui subissaient soit un remplacement valvulaire mitral ou alors un pontage aortocoronarien. Et donc les chirurgiens en péropératoire appliquaient du froid à moins 80 degrés sur les nerfs intercostaux au niveau de la zone chirurgicale. Donc les patients il y avait deux groupes, un groupe cryoneurolyse versus un groupe infiltration chirurgicale d'anesthésiques locaux. Et donc ce qu'on observe sur la figure de droite, c'est qu'on a déjà une diminution significative de la douleur post-opératoire. Dès le post-opératoire immédiat, la J1, les patients ont en moyenne une ENS à 2,2 dans le groupe cryoneurolyse versus 4,7 dans le groupe infiltration d'anesthésiques locaux. Et ce qui est intéressant à observer sur ces courbes, pour retrouver les différentes études après, c'est qu'on voit dans la cryoneurolyse, de par son effet prolongé, l'absence d'effet rebond, alors qu'on observe chez les patients qui ont eu une infiltration d'anesthésiques locaux à J3, un pic de douleur du fait du délai d'action des anesthésiques locaux sur le nerf. Une deuxième étude sur les thoracotomies, donc là, cette fois-ci, une évaluation prospective randomisée de cryoneurolyse chirurgicale à nouveau
perthoracotomie, donc là c'était une population pédiatrique, il y avait 20 patients qui avaient tous une correction de pectus excavatum. Donc là, il faisait une chronolyse à moins 60 degrés des nerfs intercostaux versus la mise en place d'une péridurale thoracique qui était leur protocole habituel. Donc à nouveau, on observe des effets en faveur de la chronolyse. Donc pour ce qui est du critère de jugement principal, donc sur la figure de droite, c'était la durée d'hospitalisation. Donc on voit une diminution significative de la durée d'hospitalisation chez les patients ayant bénéficié de chronolyse versus les patients qui avaient un cathéter de péridurale thoracique. Donc de 3 jours versus 6 jours de manière significative. Et donc parmi les critères de jugement secondaire, on avait la consommation d'opioïdes. Et on observe encore une fois une diminution significative de la consommation d'opioïdes chez les patients ayant bénéficié de cryoneurolyse versus donc, la périthoracique, avec à nouveau cet effet rebond pour l'anesthésie loco-régionale centrale ici, certainement au moment du retrait du cathéter, qu'on ne retrouve pas chez les patients ayant eu une cryoneurolyse. Donc on passe maintenant à une autre chirurgie, donc les mastectomies. Donc là on voit sur cette figure tout d'abord les images échographiques. Alors j'ai pas trouvé de meilleure image pour la cryoneurolyse. Donc on observe comme quand on fait un bloc paravertébral, donc les côtes, le nerf intercostal, la plèvre. Donc on voit ici qu'ils insèrent le trocar jusqu'à proximité du nerf intercostal. Et donc c'est un peu difficile à visualiser, ce qu'ils vont trouver en bleu ici. La boule de glace qui arrive vraiment au contact, le plus proche possible du nerf intercostal. Donc là pour les mastectomies, c'est simplement un case report de 3 patientes. Il y a un essai populaire qui est en cours actuellement. Donc il faisait une chronolyse éco-guidée des nerfs de T2 à T5, en plus de la mise en place d'un cathéter paravertébral à T3, T4. Donc les patientes étaient évaluées régulièrement en post-opératoire. Et ce qu'on observe, il y a plusieurs critères de jugement principaux dans cette étude, mais ce qu'on observe à nouveau, c'est une diminution à la fois de douleur post-opératoire et de la consommation d'opioïdes, en comparaison là à des cas historiques qui étaient similaires à nos 3 patientes, nos 3 case reports. Et on retrouve encore une fois un rebond à J4 et J8, donc certainement au moment après retrait du cathéter paravertébral, on a un pic de douleur et une consommation d'opioïdes qui augmente avec tous les effets indésirables qu'elle peut entraîner. Pour ce qui est maintenant des prothèses totales de genou, donc la prothèse totale de genou est une chirurgie qui est très pourvoyeuse de douleurs chroniques post-opératoires, notamment neuropathiques par le biais de la branche infrapatellaire du nerf saphène. Donc ici, on avait une étude de cohorte rétrospective publiée en 2016 sur 100 prothèses totales de genoux. Donc c'était rétrospectif, mais donc il y avait en fait, dans leur centre, ils faisaient des prises en charge. Ils ont opéré 50 patients donc avec une prise en charge standard avec de l'anesthésie loco-régionale comme on a l'habitude de le faire. Ensuite, ils ont commencé à faire la chronolyse, donc ils ont pris les 50 prochains, chez qui ils avaient fait une chronolyse percutanée à moins 125 degrés cette fois-ci. Donc des nerfs cutanés fémoral antérieurs, on voit ici, et du nerf infrapatellaire. Donc là, dans cette étude, le protocole était de faire la chronolyse avec des repères anatomiques, donc en percutanée, il n'y avait pas de repérage échographique. Donc il balayait en fait toute une zone, à la fois pour le nerf infrapatellaire et à la fois pour le nerf cutané fémoral antérieur, une zone d'à peu près 5 mm à chaque fois pour être sûr d'être à proximité du nerf. Donc, à nouveau, on observe chez ces patients donc, une diminution significative de la durée d'hospitalisation. Donc on avait, c'est assez flagrant pour cet exemple, seulement 6% des patients qui avaient eu la chronolyse qui avaient une durée d'hospitalisation supérieure à 10 jours, versus presque 70% des patients dans le groupe avec ALR, la prise en charge standard. Sauf que tous les patients bénéficiaient de l'analgésie multimodale comme on a l'habitude de faire. Et pour ce qui est de la consommation en morphinique, à nouveau, on avait une diminution significative de 45%, ce qu'on voit sur la figure de gauche, chez les patients ayant bénéficié d'une chronolyse percutanée. Pour évoquer maintenant donc, les dernières chirurgies, les amputations, donc là c'est une étude américaine publiée en 2017, donc c'est simplement un case report, il n'y avait que 3 patients. Donc j'évoquerai que les 2 premiers, parce que le 3e était dans un contexte carcinologique décédé précocement en post-op, donc on n'avait pas de retour sur l'efficacité de la prise en charge antalgique au long cours. Donc le premier cas là c'était une amputation transtibiale, un patient qui avait une contre-question au cathéter périnerveux, donc ils lui ont proposé une cryoneurolyse à moins 70 degrés, des nerfs donc, fémorales au niveau du canal des adducteurs et une nerf sciatique en sous-copité. En post-op, le patient avait aucune douleur au réveil, pas de douleur pendant son hospitalisation, ou alors c'était modéré à la mobilisation, et à 7 mois, on n'avait pas de douleur fantôme et pas de consommation d'opioïdes. Pour le deuxième cas qui est assez similaire, c'est une amputation transfémorale, mais cette fois-ci, donc, il avait eu son amputation, il avait eu sa chirurgie avec un bloc donc, sous anesthésique, avec anesthésique locaux, des nerfs sciatiques en sous-glutéal et du nerf fémoral au niveau du canal des adducteurs. Et à J3, après retrait du cathéter, il avait des douleurs à 8 sur 10.
Donc ce patient, on lui a proposé une cryoneurololyse à moins 70 degrés, donc des mêmes nerfs, fémoral et sciatique. Et après la procédure, il n'avait pas de douleur en repos, ou alors une douleur, donc une ENS à 3 sur 10 à la mobilisation. Et à 8 mois, lui aussi, avec pas de douleur fantôme et aucune consommation d'opioïdes rapportée. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la cryoneurololyse semble avoir un intérêt potentiel dans la prise en charge de la douleur post-opératoire immédiate et dans la prévention de la douleur post-opératoire chronique donc chez les patients dans certaines chirurgies. Donc, ce qui est important, c'est d'identifier les patients et les chirurgies à risque de douleur post-opératoire chronique pour leur proposer cette procédure. Donc, les patients, donc les facteurs de risque qu'on a cités au début. Par ailleurs, il faut savoir cibler les nerfs et les chirurgies sur lesquelles on fera cette procédure, parce qu'il faut bien avoir en tête qu'on va avoir un bloc du nerf qui est prolongé, qui peut durer jusqu'à 9 mois. Donc il ne faut pas que ça entrave les réadaptations fonctionnelles du patient. Donc soit un nerf périphérique avec un contingent purement sensitif, par exemple sur une thoracotomie ou une mastectomie, avoir un déficit sensitif prolongé au niveau de la paroi thoracique sera moins embêtant que sur un bloc du pied. Ou alors des nerfs pour lesquels un bloc moteur n'aura pas d'impact sur la réadaptation fonctionnelle, typiquement les exemples qu'on a vus d'amputation transfémorale ou transtibiale. Bien sûr, on voit que c'est des études de faible puissance qui ont été publiées jusque-là, donc il faut encore des études d'une plus grande ampleur pour statuer déjà de l'efficacité et de la sécurité de la cryoneurololyse. Et pourquoi pas étudier la cryoneurololyse, c'est ce qui commence déjà à se faire sur la prise en charge ou la prévention des douleurs neuropathiques.